Écoutez, on va introduire la session, ça fera venir les derniers à se connecter. Euroformat, le SNITEM et la DGOS sont ravis de vous retrouver pour cet dernier épisode, comme je vous le disais, qui clôture cette saison 2 des Jeudis de l'IUD. Et aujourd'hui, on va avoir des regards croisés vraiment sur une partie particulière qui est la fonction achat et les bases de données DM. Alors, comme d'habitude, quelques consignes de départ. Posez vos questions par écrit à partir du bouton questions et réponses. C'est ce qui permet de les gérer au mieux. N'oubliez pas, à la fin, on a toujours un petit sondage d'évaluation. Nous vous remercions d'y participer et de rester jusqu'à la fin pour pouvoir le faire, donc la fin des questions. Évidemment, les diaporamas, ainsi d'ailleurs que le replay de l'épisode, sont tout à fait accessibles après la séance. Donc, vous avez là la rubrique formation du site internet Euroformat et la chaîne YouTube d'Euroformat pour le replay. Alors aujourd'hui, on va donc se concentrer sur ce processus achat et Joël Gauss, qui est chargé de mission système d'information achat dématérialisation à la DGOS, va nous planter le décor, je dirais, et nous rappeler un petit peu le circuit de cette étape. Et ensuite, on va avoir, comme on l'a fait ces dernières séances, des retours d'expérience. Et donc, on aura à la fois un retour d'expérience vision marché public par Isabelle Brunel-Roche, qui est pharmacien appui de projet produits de santé pour UniAchat. Et puis, la vision complémentaire, je dirais, pour les marchés privés, ce sera Vincent Bourgeot, qui est responsable de marché DM-DMI pour LPVIA. Et enfin, une vision côté système d'information par Pascal Doll, qui est responsable du projet Pharmatique. Voilà, Anne-Françoise n'a pas pu se joindre malheureusement à nous aujourd'hui, on la retrouvera puisqu'on en parle déjà, peut-être pour la saison 3. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Joël, qui va pouvoir nous planter le décor. Alors, Joël, on voit bien, mais on n'entend pas. Voilà, vous devez entendre le son aussi maintenant, ça va mieux. Voilà. Bon, bonjour à tout le Bon. monde, c'est vous, c'est bon maintenant. Donc, bonjour à tout le monde, on va être plusieurs intervenants pour essayer de vous retracer un peu l'achat et l'IUD dans cet épisode 5. Donc, n'hésitez pas à poser des questions les méthodes, la méthode régulière que vous utilisez. Donc, pour commencer, je vais déjà redétailler, je dirais, le processus complet d'achat qui se décompose en 10 étapes. On va les retracer progressivement lors de cette première présentation pour ce premier décor. Donc, il y en a les 5 premières qui sont dans le domaine des fonctions achat proprement dites, donc spécifiques à l'achat, avec une dizaine qui est le suivi du retour d'un peu d'exécution des marchés. Et après, nous en avons 4 autres qui sont spécifiques plus particulièrement sur le processus d'apprisonnement. Pour réaliser ces différentes étapes, qui sont au nombre de 10, nous avons plusieurs acteurs qui interviennent à différents moments de ce processus. Alors, si on prend la première phase pour un établissement de santé, un établissement médical, c'est l'analyse des besoins. Donc, ça, c'est la première étape du process achat, c'est l'analyse interne du besoin. Donc, elle concerne, je dirais, l'établissement de santé, les établissements médicaux, mais aussi les GHT au sens large, parce qu'on est sur les fonctions achat de GHT. C'est la première étape, donc, qui est liée vraiment à l'analyse de besoins d'un établissement. Donc ça, tous les établissements doivent effectuer cette tâche dans un processus achat.
Après, la phase 2 et 3, pour les détailler, c'est l'analyse un peu de sourcing. Alors, on a plusieurs niveaux de sourcing dans un établissement. C'est le niveau de sourcing pour savoir quels sont les opérateurs économiques, les fournisseurs qui peuvent répondre à un besoin, mais aussi souvent quels sont les groupements d'achat mutualisés qui peuvent répondre aussi en fonction des besoins à des offres de commande publique. Bien sûr, un point important que nous avons dans tout ce processus achat, qui est la définition de la stratégie achat. Donc, cette définition de la stratégie d'achat doit être opérante autant pour un établissement de santé proprement dit, pour savoir quelles sont les potentialités. Est-ce que je dois faire dans certains domaines d'achat, est-ce que je dois faire de la location, de l'achat, différents éléments, ou est-ce que je dois, pour ce besoin-là, faire ma propre consultation, ou est-ce que je dois peut-être utiliser un groupement d'achat mutualisé X, Y ou Z pour répondre à mon besoin interne. Donc là, on est sur des fonctions vraiment de définition de la stratégie. Donc là, on est très focalisé sur l'établissement de santé et les GHT, même bien sûr si les groupements d'achat mutualisés ont aussi un besoin d'analyse de sourcing et aussi de définition de la stratégie d'achat vis-à-vis des opérateurs économiques. La fonction 4 et 5, elle est propre aux structures d'achat, que ce soit les structures d'achat, établissements de santé, s'ils ont besoin d'une consultation pour un besoin plus régulièrement sur le domaine des travaux, qui est plus régulier pour l'établissement de santé, parce que les autres achats sont au minimum à réaliser par la structure d'achat du GHT dans une grande majorité des cas. Donc, la rédaction des marchés et l'analyse des offres des fournisseurs se font essentiellement par le GHT et de plus en plus, et vous avez de plus en plus de volumes d'achat qui sont opérés par les établissements de santé, qui sont réalisés en tant que rédaction des marchés, que ce soit analyse des offres, par des groupements d'achat mutualisés. Nous atteignons dans pas mal de GHT maintenant, ce sont des statistiques que nous avons ressorties, plus de 50% de volume d'achat qui sont opérés au niveau commande publique par des groupements d'achat de mutualisation, quels qu'ils soient, que ce soit régional ou national. Donc ça croît chaque année davantage. Dernière partie, la passation des commandes, la réception, la liquidation, le management, bien sûr, elle est focalisée sur l'établissement de santé et les établissements médicaux au sens large. Si maintenant on regarde les outils qui sont mis à disposition pour accompagner ces structures, quelles qu'elles soient, que ce soit l'établissement de santé, que ce soit des groupements d'achat, nous avons 3 typologies d'outils qui sont mis à disposition de l'ensemble des structures. Nous avons des outils qui sont focalisés plus particulièrement sur les systèmes d'information achat. Donc, il y a Sémaphore, Pharmatique, aujourd'hui on en parlera avec Epicure, Pera Angusta, MacroWeb, OKVO, il y en a d'autres aussi. Mais ce sont des outils que l'on trouve sur le marché qui sont plus spécifiques à l'achat et qui sont dans l'établissement de santé public notamment peu déployés pour l'instant. Donc, c'est un axe fort des années à venir de déployer des systèmes d'information achat dans les structures d'achat nationales, régionales et locales. Ce qui est plus connu par l'établissement et que vous connaissez tous, c'est les outils qui sont liés davantage à l'approvisionnement, que ce soit les systèmes d'information comptable qui ont pour objectif numéro 1 de la partie liquidation, mandatement, la relation avec les trésoriers, mais aussi l'engagement des dépenses, l'engagement financier des bons de commande, il ne faut pas l'oublier, et souvent en forte relation avec de nombreux flux, avec les systèmes d'information logistique et médicaux pour faciliter la communication des besoins des systèmes d'information logistique pour valider la dépense comptable, mais aussi sur les réceptions comptables, la partie liquidation management. Ce qui est à développer, que nous avons entrepris à DGOS pour accompagner les structures d'achat et les établissements, c'est de faire communiquer ces outils-là. Surtout la communication entre les systèmes d'information achat et les systèmes d'information comptable qui a été un peu opérante avec certains outils, mais qu'il faut encore accentuer dans les années à venir. Pourquoi? C'est qu'il faut faciliter la communication de référentiels achats. Et bien sûr, comme on en parle aujourd'hui avec les notions d'IUD et notamment les UDID, pour qu'on ait des flux interopérables entre les systèmes d'information achat et l'ensemble des systèmes d'information comptables des établissements. Et bien sûr, les systèmes d'information achat doivent pouvoir s'appuyer aussi sur les bases de référentiels produits, quelles qu'elles soient, pour améliorer la qualité de référentiel achat pour le communiquer à différents éléments, à différents acteurs comptables. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve, avant d'aller un peu plus loin, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce référentiel achat? On y retrouve essentiellement des informations macroéconomiques, je dirais, liées
au marché qui est passé, mais on a aussi tout ce qui est référentiel du produit pour pouvoir passer des bonnes commandes, pour passer différents éléments. Et aussi, nous avons des informations sur le fournisseur qui sont importantes pour pouvoir aller jusqu'à la facturation et savoir avec qui on discute, avec qui on commande. Ça, ce sont les éléments structurants du référentiel achat qu'on doit communiquer avec les systèmes d'information. Depuis 2019, pour accompagner ces structures d'achat et de faire avancer les communications entre les systèmes d'information achat et les systèmes d'information financiers, on a organisé des réunions, on a normalisé des flux de données entre les systèmes d'information achat et les systèmes d'information financiers. Nous avons réuni les 6 opérateurs financiers qui sont sur le marché des établissements de santé publics essentiellement, pour normaliser des flux de données, que ce soit pour véhiculer les informations qui sont dans le référentiel que j'ai mentionné tout à l'heure, autant des informations marché, que ce soit des informations aussi pour l'étape 10 de la remontée d'informations, de suivi d'exécution. Oh, c'est reparti dans l'autre sens, excusez-moi. Voilà. Autant des informations de liquidation qui sont à remonter pour le suivi d'exécution des marchés. Et aussi 2 autres flux qui rentrent en ligne de compte et qui sont en cours on a normalisé, mais qui sont en cours de réalisation avec les éditeurs. Ce sont les flux fournisseurs qui rentrent aussi dans le référentiel achat. Et un élément important qui est l'objet de notre épisode aujourd'hui, l'épisode 5, c'est les flux produits à marché pour pouvoir communiquer le référentiel dont l'IUD idée à communiquer. Donc ça, ces étapes-là sont lancées avec les éditeurs de GEF. Elles sont mises en premier lieu en opérationnel avec le projet Sémaphore. Donc nous avons profité de la mise en production de premiers GHT un sémaphore pour déjà mettre en œuvre les flux marchés, les flux liquidation avec les 3 premières GEF qui sont installées dans ce GHT. Mais nous sommes en train de déployer sur les autres, avec 5 autres GHT sur les autres GEF. Et l'objectif, fin 2024, je pense qu'on devrait y atteindre assez facilement maintenant vu les avancées, c'est que ces flux que je vous ai mentionnés là soient opérationnels pour l'ensemble des éditeurs de GEF à la fin d'année 2023 et de l'année 2024. Bien sûr, ces flux-là ne sont pas spécifiques à Sémaphore. Ils ont pour objectif aussi de pouvoir être utilisés par n'importe quel acteur qui le souhaite de SIachat. Voilà pour mon intervention. Et là, je vais laisser la main à 3 intervenants qui vont pouvoir vous faire le retour. Que ce soit un retour de groupement d'achat mutualisation publique national régional. Donc là, on est sur le côté national avec UniAchat pour vous donner le retour sur l'IUD, sur la fonction achat dans un groupement d'achat national. Aussi avec LPVIA sur le groupement d'achat privé. Et aussi concernant les systèmes d'information, Pharmatique va pouvoir développer aussi où il en est, ce qu'il a mis en œuvre sur la partie IUD, sur les systèmes d'information achat, parce que Pharmatique est la solution la plus déployée dans le domaine pharmaceutique dans les établissements de santé publique. Donc, je vais laisser la parole à Isabelle Brunel-Roche. Voilà, je te laisse la parole, Isabelle. Oui, merci Joël. Bonjour à tous. Donc, slide suivante. Là, le sommaire avec le déroulement de ma présentation qui comprendra donc trois parties. Une première partie, objectif, contexte. Une deuxième partie où j'aborderai les 3 scénarios possibles d'articulation de l'IUD avec le processus achat. Et je terminerai par un retour d'expérience à UniAchat. Slide suivante, on peut passer à l'autre aussi, merci. Alors, je souhaitais débuter cette présentation par repréciser de quelle idée part-on dans le processus achat. Alors, comme vous le savez tous maintenant, l'IUD comprend 2 parties, hein, l'IUD-ID et plus l'IUD-IP. L'IUD-IP, ce sont plutôt des données de production qui sont utiles dans la traçabilité sanitaire des dispositifs médicaux. Donc, c'est un sujet qui a été abordé lors de l'épisode précédent. Donc, c'est vraiment l'IUD-ID qui est concerné. C'est l'IUD-ID qui comprend des données réglementaires, le nom du fabricant, le modèle, la référence, si c'est de l'usage unique ou pas, stérile ou pas, mais aussi des données utiles, comme des données logistiques et de facturation. Alors, quels sont les attendus de cette IUD?
Donc, un premier, c'est bien entendu une sécurisation, une homogénéisation des données dans les outils de gestion économique et financière, et par ricochet, une sécurisation du processus commande, facturation, remboursement, puisque donc on n'aura plus qu'un identifiant unique, donc beaucoup moins d'erreurs possibles. On attend également de cette idée, en tant qu'acheteur, une facilitation du contrôle des marquages CE, qui est une activité très chronophage pour l'acheteur. Donc, à terme, quand la base de données Eudembed sera totalement fonctionnelle, vous n'aurez plus qu'à rentrer l'UID dans cet outil et vous aurez toutes les données de marquage CE. Et pour votre produit, tout de suite le numéro de certificat, l'organisme notifié et la durée de validité. Slide suivante. Alors, cette diapositive, pour vous repréciser le contexte réglementaire, parce que cela va avoir un impact dans la suite de ma présentation avec les 3 scénarios. Donc, que dit le RDM 2017-745 et plus récemment le RDM 2023-607? Alors, il dit d'abord que la production de l'IUD n'est obligatoire que pour les DM qui sont certifiés RDM. Or, en octobre 2022, donc la Commission européenne, qui s'était réunie à parler entre autres des difficultés d'application de ce nouveau règlement, a fait la photographie suivante. Donc, seulement 1820 dispositifs médicaux avaient fait des demandes d'évaluation RDM. Ça représente environ un tiers des dispositifs médicaux. Donc, ce qui veut dire que 2 tiers des DM étaient encore, à cette date-là, des legacy devices, c'est-à-dire qu'ils avaient été mis sur le marché formellement aux directives, donc non éligibles à cette obligation de production de l'IVD. Donc, c'est pour ça que la Commission européenne a proposé donc un allongement de la période de transition qui était initialement fixée au 31 mai 2024. Donc, c'est l'objet de ce nouveau règlement qui est paru très récemment, le RDM 2023-607, donc qui dit que cette période de transition passe au 31/12/2027 pour les DM de classe 3 et classe 2B implantable et au 31/12/2028 pour les DM de classe 2B, 2A, 1S et 1M. Diapo suivante. Voilà. Donc là, c'est la deuxième partie avec l'articulation des 3 scénarios voilà, possibles. Là, c'est une première réflexion. Alors, avant de débuter ces 3 scénarios, je voulais repréciser que le terme d'acheteur que j'utilise, ici, je ne parle pas qu'au nom du NIHA, je parle de l'acheteur qui prend le sens acheteur local, régional, national. Donc, le premier scénario, c'est l'acheteur va demander l'IUD avec l'offre. C'est-à-dire que il va mentionner dans le règlement de la consultation que l'IUD fait partie de l'offre, avec, comme le permet le Code des marchés publics, une possibilité de régularisation. Comme ça permet quand même d'éviter de se fermer des portes. Ce qui veut dire que cette IUD, si n'est pas transmise par le candidat dans la notification, l'acheteur est obligé de déclarer son offre irrégulière. Alors, les actions de l'acheteur par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que j'ai distingué les 2 périodes avant et après le 31/12/2028. Avant le 31/12/2028, l'acheteur, donc, va être dans l'obligation d'identifier les DM avec certificat RDM, puisque ce sont les seuls qui sont éligibles à cette remontée obligatoire de l'IUD. Et si cette IUD ne fait pas partie de l'offre, il devra donc demander les régularisations des candidats et suivre ces régularisations. Après le 31/12/2028, puisque tous les DM ont un certificat RDM, l'acheteur n'aura plus qu'à demander suivre les régularisations si l'IUD n'a pas été fourni au moment du dépôt de l'offre. Alors, les risques de ce premier scénario, le premier risque, c'est un contentieux, puisque si l'IUD n'est pas fourni,
l'acheteur doit déclarer son offre irrégulière. Donc là, il faudra, en tant qu'acheteur, être certain que cette IUD n'a pas quelque part dans une multitude de documents qui est fourni. Et deuxième risque que je vois, c'est la réduction de la concurrence, puisque si on déclare des offres irrégulières, il y aura beaucoup moins d'offres pour le produit. Alors, le gros avantage de ce scénario, c'est que comme l'IUD va être demandé dès le départ au niveau de l'offre, il va pouvoir être intégré directement dans les GEF via le code GEF qui est à fournir dès le recensement des besoins. Et là, la société pharmaceutique pourra expliquer mieux que moi comment fonctionne cette remontée. Deuxième scénario, slide suivante. Alors, dans ce deuxième scénario, l'IUD, l'acheteur va demander l'IUD, mais cette fois, après notification. Donc là, il va mentionner dans le cahier des clauses administratives particulières, le CCAP, il va dire, et dans les obligations générales titulaires, il va dire que l'IUD est une donnée obligatoire. Et toujours dans le CCAP, si cette donnée n'est pas remontée au temps voulu, il faudra il instaurera des pénalités de retard. Donc là, les actions de l'acheteur, ensuite. Donc là, il n'y a pas trop de différence avant et après le 31/12/2028. Donc, dans un premier temps, l'acheteur, il faut qu'il obtienne cette IUD. Donc, il peut, par exemple, mettre un template en place, fournisseur titulaire. La seule différence entre les deux périodes, c'est que toujours avant le 31/12/2028, il y aura toujours cette problématique de DM qui sont legacy device et qui ne répondent pas à cette obligation de production d'IUD. Et ensuite, si l'IUD ne remonte pas via le template, notre outil, l'acheteur devra mettre en place des pénalités et les suivre. Alors, dans ce scénario 2, donc là, je ne vois peut-être pas très bien sur la diapositive, mais j'ai barré, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque de contentieux et il n'y a pas de risque de réduction de la concurrence, puisque là, on déclare pas d'offres irrégulières. Et l'avantage, là aussi, c'est de pouvoir intégrer, alors ce ne sera pas au même niveau en intégration, ce ne sera pas au niveau de l'offre, mais un peu plus loin à la notification, et de pouvoir donc remonter ces IUD dans les GEF, et toujours par l'intermédiaire de ce code qui est fourni lors du recensement des besoins. Troisième scénario, c'est l'acheteur, lui, décide de faire qualifier son référentiel produit par un prestataire, donc après notification. Donc là, au niveau des DCE, il n'y a aucune obligation vis-à-vis des candidats pour ne pas de mise à disposition de l'unité. L'acheteur va simplement choisir en amont, choisir un prestataire de qualification de données, contractualiser avec lui, et puis établir dans cette contractualisation un calendrier de la qualification, notamment après la notification de post-procédure. Alors, j'ai toujours identifié deux périodes, avant et après le 31/12/2028, pour dire que avant le 31/12/2028, les données qui remonteront, les données parcellaires, parce qu'on aura toujours des DM legacy device. Par contre, après le 31/12/2028, on peut espérer avoir l'exhaustivité des données. Et là également, donc, il faut imaginer, prévoir un interfaçage de ce référentiel qualifié avec les gens. Diapositive suivante. Donc, c'est le retour. Je terminerai par le retour d'expérience à UniHA. Donc, UniHA, comme vous l'avez compris, au début de notre réflexion par rapport à cette remontée de l'idée, nous, pour l'instant, on s'inscrit plutôt dans le scénario 3. Donc, nous avons un catalogue de 14 200 références de dispositifs stériles, la plupart. Et nous avons choisi de faire qualifier donc son référentiel produit par un prestataire. On a contractualisé, on a fait une petite procédure d'appel d'offres avec ce prestataire et on a demandé à ce que
données qualifiées, soit les suivantes, alors, il n'y a pas que l'IUD, que soit remonté que la DIVED, le code LPP, la classe du DM, si c'est stérile ou pas, l'usage unique ou pas, également des données de facturation, des données de conditions. Et nous avons également contractualisé avec ce prestataire un calendrier de qualification. Donc, initialement, une prestation initiale de toute une qualification initiale de toute la base de données d'achat. Une prestation ensuite bimensuelle pour la qualification de nouveaux produits, notamment lorsqu'il y a des notifications. Et puis également, toujours une prestation quand même biannuelle de l'intégralité de la base. Alors, pour vous dire, à ce jour, donc, nous avons identifié, donc, nous avons 25% des DM de nos catalogues qui remontent qualifiés avec un ID. Donc, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit précédemment, hein, les 2/3 de produits conformes RDM. On n'est pas très, très loin. Voilà. Et par rapport à la mise à disposition de ces données à nos adhérents, fait par l'intermédiaire du catalogue électronique, hein, qui est à la disposition, qui va être consulté par nos adhérents, mais pour l'instant, il faut bien qu'on travaille dessus, mais on n'a pas d'interfaçage avec les outils de gestion économique et financière. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Je vous remercie de votre attention. Donner la parole à M. Bourgeot. Oui, bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je remercie la DGOS, Euroformat et le SNITEM de nous permettre de participer à ces journées de l'IUD. Donc, je vais m'attacher en tout cas à vous montrer comment on a décidé d'intégrer, de déployer les IUD au sein d'LPVIA, donc groupement d'achat privé, qui fédère des établissements MCO, SSR, des prestataires de soins de domicile, des EHPAD, enfin, de secteurs divers et variés. Alors, au niveau de la collecte des IUD dans notre référentiel achat, donc nous sommes partis sur 2 schémas de collecte. Le premier, c'est la mise en place d'un partenariat avec un PIM, c'est la société AGP. D'ailleurs, j'ai vu que Stéphane Ancel était connecté, donc bonjour Stéphane, tu me corriges au besoin. AGP donc, est une société de services spécialisée dans le traitement des flux EDI, mais qui est également offreur de services GS1. Et GS1 qui a établi des standards pour les identifiants uniques des fournisseurs et les IUD, ID des produits, donc qui sont les GLN pour les fournisseurs et les GTIN pour les produits. Donc, 2 schémas de collecte. Le premier, faut peut-être avancer, je crois qu'il y a une animation qui montre... OK. Je ne les vois pas. Ouais. Voilà. Voilà, au niveau des flèches roses, donc d'une part, AGP qui va récupérer donc, les e-catalogues des fournisseurs sur le réseau GDSN et nous transmettre les informations des IUD, ID directement à LPVIA. Et puis, on a décidé aussi de récupérer donc, les IUD, ID au moment du renouvellement des appels d'offres en créant un champ spécifique dans notre cahier des charges au niveau des AO. Voilà. Ensuite, donc, comment sont traités ces codes IUD, ID? Donc, la première décision, ça a été de partir sur les IUD, ID ou les GTN, donc des basic units, donc ce sont les unités de base des dispositifs médicaux. Ça correspond en très grande majorité à nos unités d'appel d'offres, à quelques écarts près. Si on prend des exemples typiques des gaines de stérilisation, des tubulures ou des bidons, on peut être amené à appeler les produits au mètre, au litre, qui ne correspondent pas à des basic units. Donc, peut-être que demain, il faudra faire évoluer nos unités d'appel d'offres dans ce sens. Une fois qu'on récupère donc, ces ETIN, on fait un mapping des codes avec les références uniques internes LPVIA, ce qu'on appelle, nous, les codes articles, qui sont nos codes qui permettent de mettre en place l'échange de données informatisées. On confronte les références en désignation, on enrichit du coup la fiche article de nos produits en fonction de ce qu'on reçoit des catalogues. À date, en tout cas pour LPVIA, donc on a 127 803 codes GTIN
collectés avec, bon, vous voyez une répartition de fournisseurs assez hétérogène en fonction des portefeuilles produits dont les fournisseurs disposent, certains à près de 40 000 et d'autres autour de 1000. Ça représente une dizaine de fournisseurs embarqués. Et au regard de ça, donc, on a mis en place des indicateurs de suivi d'intégration, voilà, qui sont sur la slide suivante. Le premier, donc, c'est un relevé mensuel des e-catalogues fournisseurs que nous transmet AGP donc de façon mensuelle, où on voit au mois l'évolution du nombre d'enregistrements des codes GTIN, donc, qui correspondent aux différents conditionnements. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'unité de base, mais on récupère aussi, bien sûr, tous les autres conditionnements de la boîte, de la palette, du carton. Et on voit que dans le temps, en tout cas, ça évolue. Donc, ça nécessite de mettre à jour les bases au regard. Ensuite, on a un deuxième indicateur. On fait une corrélation, en tout cas, des codes enregistrés versus les codes que nous avons en base LPVA, donc qui est notre référentiel achat. Donc, ça sont des statistiques pour voir, on voit sur le fournisseur 9, là, en l'occurrence, 100% des codes IUD sont dans notre référentiel achat. Pour le fournisseur 5, c'est 34% qui sont enregistrés dans notre référentiel. Ensuite, au niveau du déploiement et de la transmission aux établissements, on a une transmission indirecte, c'est-à-dire qu'on va donner de la lisibilité sur l'espace LPVA, la plateforme web. L'adhérent se connecte, a la possibilité d'aller récupérer toutes les informations dont il a besoin d'habitude, donc LPP, TVA, LPPR, tarification, désignation. Et donc, on a rajouté un champ GTIN pour qu'il puisse aller récupérer l'IUD ID pour enrichir sa base. C'est également disponible donc, sur la fiche article du produit. Voilà, ouais, il y a une petite animation ici aussi. Je n'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu non plus. Là aussi, du coup, il y en a une petite. Et enfin, donc, il y a la possibilité donc, de les transmettre via des fichiers propriétaires des éditeurs. Donc, dans le privé et auprès de nos adhérents, donc, on a de multiples opérateurs, donc WinFarm, CEL, CGM, CJ. Donc, on a édité des formats qui sont exportables pour l'ensemble des établissements en fonction de l'éditeur utilisé dans l'établissement. Donc, soit en un extrait unique, ou alors l'éditeur a la possibilité d'aller récupérer sur un serveur FTP en fonction d'une fréquence déterminée, quotidienne, à la quinzaine ou mensuelle, l'ensemble des informations pour venir enrichir, je dirais, le logiciel de l'établissement. Voilà. On va donner la parole maintenant à Madame Dole de Pharmatique. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation et à la participation de ce jeudi de l'IUD. Alors, Pharmatique intervient au niveau de la passation des consultations et équipe d'un côté les opérateurs d'achat hospitalier, de l'autre côté les opérateurs économiques industriels, avec des flux qui existent déjà depuis un certain nombre d'années entre tous ces opérateurs. Le propos de cette diapositive est de permettre de présenter un petit peu les flux qui existent pour comprendre les besoins d'enrichissement par rapport à la problématique de ce jour. À ce jour, on a côté hospitalier un logiciel iEpicure qui est un logiciel donc de passation de consultation. Ce logiciel va permettre de traiter de la consultation de l'émanation du besoin jusqu'au résultat et va permettre un dialogue avec l'opérateur économique industriel qui, lui, est équipé également de solutions logicielles informatiques et qui a la possibilité, grâce à son logiciel Redis Web, de fournir une offre en réponse à la consultation qui est lancée. Donc, on a un flux d'échanges qui existe entre l'opérateur d'achat hospitalier et l'opérateur économique industriel au travers de nos applicatifs iEpicure et Redis Web. Et ce flux va permettre d'embarquer la demande et la réponse
avec le détail nécessaire dans cette réponse. Ensuite, chacun de ces logiciels dispose lui-même d'interopérabilité avec d'autres systèmes d'information. La volonté de Pharmatique ayant été de pouvoir effectivement faciliter le passage d'informations au-delà du traitement de l'information dans son propre système, et ce depuis encore une fois un grand nombre d'années. Donc on a des interfaces qui existent avec les GEF et SIHA qui vont permettre d'une part de traiter des échanges d'informations au niveau de la consultation, du besoin et des fournisseurs, et également un flux qui va arriver une fois l'attribution faite dans le logiciel Epicure, donc un flux qu'on va nommer flux résultat, qui va permettre de redéverser de l'information détaillée à l'adhérent dans chaque GEF ou SIHA traité par un établissement. Pour reprendre un petit peu le contexte, donc Epicure à ce jour est présent sur différents opérateurs d'achat hospitaliers, qui soient nationaux, régionaux ou territoriaux, et embarque effectivement la gestion des groupements avec la complexité que ça apporte au niveau des flux et des échanges de flux. Côté opérateur économique et industriel, il y a aussi des interactions avec d'autres systèmes d'information, notamment avec l'ERP. Donc, ce flux est très important puisque l'ERP, lui, embarque la définition, notamment la définition des produits donc, qui vont être retransmis effectivement dans les offres au moment de l'élaboration du dossier de réponse. Et également des liaisons avec un outil informatique qui s'appelle OrpheWeb, qui va permettre aux acteurs terrain d'être en relation constante avec l'élaboration du dossier au niveau du siège et les porte-paroles terrain sur la communication directe avec le client. Voilà pour le contexte général, donc beaucoup d'interopérabilité entre les solutions et les autres systèmes d'information. Et si on passe à la diapo suivante, on va comprendre comment on s'est interrogé sur l'IUD et la place de l'IUD au sein de nos applicatifs. Donc effectivement, on a bien saisi l'importance pour tous les acteurs de cette chaîne d'information de disposer d'une information complémentaire qui est cette IUD-ID. On a travaillé sur ça depuis un certain temps et on a intégré depuis février 2022 dans nos applicatifs, donc toujours pareil, hein, avec la représentation et côté hospitalier et côté industriel, le besoin d'interéchanger cette information. Et donc, dans l'échange entre le besoin et l'offre, les logiciels vont permettre déjà de préciser aux fournisseurs que cette réponse et que ce besoin de codification est attendu par l'hospitalier. Donc là, par rapport à la présentation que Madame Brunel a fait, on se placerait dans le cas 1 de la représentation qu'elle a faite des différents cas, c'est-à-dire où on demande au moment de l'élaboration de l'offre de communiquer déjà cette codification. Le fournisseur en est informé et est averti que cette codification est demandée avec les risques donc, qui ont été présentés précédemment. On a donc aménagé nos logiciels avec des écrans qui vont permettre de proposer pour les fournisseurs cette codification. Elle est préformatée en fonction de l'appartenance de la consultation à un segment d'achat pour pouvoir, entre guillemets, préformater déjà à l'UCD 13 ou au CIP 13 dans certains cas, ou à d'autres formats, GTIN, etc. Donc ça, ce sont des usages de facilité de saisie.
Et on espère depuis février 2022 qu'avec l'élaboration de cette facilité dans les outils, que ce soit en saisie manuelle, a posteriori dans Pharmatique, soit par l'interéchange entre les applicatifs, parce que l'information est déjà manifestée dans les applicatifs industriels et interéchangée, qu'on arrive effectivement à disposer de cette information pour pouvoir la déverser. Ça va être l'objet de la présentation suivante dans les autres outils, les GEF, comme on l'a vu précédemment, etc. On s'est donc penché un petit peu sur où on en était depuis février 2022 sur l'usage de cette donnée dans nos applicatifs et la représentation qu'il avait, puisqu'effectivement, comme on l'avait précisé sur la première diapo, il y a, à partir du moment où cette donnée est exploitée dans les outils et revient dans Epicure, elle peut être à nouveau déversée vers les GEF, les SIHA, les adhérents et d'autres systèmes d'information. Donc, il est important qu'elle soit qualifiée effectivement au niveau de l'outil industriel et après dans la remontée vers l'outil hospitalier. Donc, côté industriel, on a donc deux outils, Euridis Web et Ilios Web, qui peuvent tous les deux embarquer et répondre à ce besoin et embarquer cette codification. À ce jour, on a un taux de représentativité de cette codification qui est de l'ordre de 29,4% de fournisseurs qui ont répondu dans leur offre qui contient plusieurs produits, avec au moins 10% de produits qualifiés sur cette information dans leur offre. C'est-à-dire que quand l'offre va passer d'Euridis à Epicure, à ce jour, on estime qu'il y a 10% de produits qui sont qualifiés sur cette offre. Voilà, donc effectivement, partant de là, il y a des pistes d'amélioration à produire pour essayer d'atteindre un objectif de pourcentage plus élevé de façon à pouvoir produire cette information à d'autres niveaux, effectivement. Et donc, Pharmatique se positionne clairement en tant que facilitateur du transfert de cette information et des moyens d'amélioration à la qualification de cette donnée. Donc, j'ai terminé avec ma présentation. Je vous remercie. Donc, merci beaucoup pour ces illustrations, pour le coup, très, très pratico-pratiques, je dirais. Alors, on a déjà une première question là sur la dernière intervention de Pascal. Donc, on peut peut-être la traiter tout de suite. C'est, pourriez-vous préciser à partir de quelle version Epicure avons-nous la possibilité d'intégrer l'IUD? Alors, on est maintenant sur la version e-Epicure, donc la version SaaS. Sur la version client lourd, ça a été cependant mis en œuvre et donc ça doit être sur la dernière version, c'est-à-dire la version 14. Donc, merci beaucoup. Alors, il n'y a pas beaucoup de questions aujourd'hui. Alors, on va se dire que c'est parce que c'était particulièrement clair. Moi, ce que ça m'a évoqué quand même, et ça s'est vu à travers finalement vos présentations, et ça a été rappelé par Isabelle au début, on est dans un système de transition. On est en plein dans la transition entre les directives et les règlements, et donc tous les dispositifs médicaux n'ont pas encore l'obligation d'avoir un IUD, puisque seuls qui se conforment au règlement ont cette obligation. Ça a été rappelé et on l'avait vu dans les premiers épisodes, ce qui explique effectivement le fait que cette information ne peut pas être présente partout complètement, même si on sait que certains legacy devices, donc produits conformes aux directives, ont quand même précédé l'appel et ont déjà un IUD. Mais c'est un des sujets qui complexifie effectivement la problématique, puisque pendant une période, il faut que les systèmes puissent faire avec les deux, ceux qui ont un IUD et ceux qui n'en ont pas encore. Alors, on a une autre question. Pour bien comprendre la démarche, les acheteurs se tournent vers les fournisseurs. Pourquoi ne pas piocher directement dans Eudamed? Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre, mais sinon, je veux bien tenter d'apporter de l'info. Joël, non?
Je pense qu'il vaut mieux donner la parole aux acheteurs qui, pourquoi, dans leur système, dans leur remontée d'informations, ils utilisent d'autres possibilités, d'autres voies. Pour ma part, donc, je sais pas si Isabelle Oui, ou Monsieur Bruno, ouais, donc, voilà, vous avez déjà parlé, mais comme je oui. l'ai dit, dans le DAMED, pour l'instant, les données ne sont pas encore totalement exhaustives. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne va pas piocher directement. Et je crois aussi qu'il n'y a pas d'interopérabilité, mais peut-être que je me Non, trompe. Il n'y non, a pas non. d'interopérabilité entre DAMED et malheureusement les autres systèmes. Si je confirme sur le DAMED, en fait, il n'y a pas d'interopérabilité possible. Il n'est pas possible d'extraire une exhaustivité de référence. On peut faire de la consultation en ligne à ligne, mais on ne peut pas extraire un ensemble de données d'un fournisseur. Donc, on est obligé de passer par un prestataire notamment, enfin GS1 en tout cas pour LPVIA, qui va, lui, pouvoir collecter l'ensemble des informations des e-catalogues des fournisseurs. C'est tout à fait ça pour compléter. En fait, Eudamed n'a pas été conçu pour qu'il puisse y avoir de l'import ou plutôt de l'export en masse avec des requêtes spécifiques. Donc, c'est un outil dans sa partie publique qui permet effectivement d'aller vérifier ligne à ligne ou à un moment un des éléments. Mais par contre, c'est un schéma qu'on a montré dans les épisodes précédents, voire dans la saison précédente. L'information, c'est le fournisseur qui la maîtrise. Il doit l'envoyer dans Eudamed et il peut l'envoyer dans ses e-catalogues en parallèle. Et il faut évidemment que tout soit synchrone tout le temps, mais il n'y a pas la possibilité pour le grand public, les acheteurs, les utilisateurs, etc., d'avoir des points de collecte aisés, interopérables et en masse depuis Eudamed. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois rien arriver. Alors, ne pensez-vous pas qu'une troisième saison soit envisageable pour améliorer la bonne connaissance de l'IUD? Je me demande bien qui pose cette question. Mais effectivement, c'est de toute façon quelque chose auquel on a tous déjà pensé. Alors, la première saison, je dirais, était vraiment une saison très théorique, hein, puisqu'on était vraiment dans les balbutiements. La deuxième a permis d'avoir plusieurs regards croisés quand même et plusieurs retours d'expérience. Mais on voit que la route est encore longue. Donc, on se demande s'il n'y aura pas une saison 3, voire d'autres saisons de l'IUD en fonction de l'avancement à la fois de l'appropriation des sujets par les différents acteurs, mais de l'évolution aussi des outils, puisqu'on a vu que c'était un des sujets importants. Donc, je ne peux pas m'engager pour l'ensemble des partenaires, mais je pense que c'est un sujet qui sera étudié de près. Cécile, moi, j'aurais juste une remarque à demander à Madame Dodd, bien sûr. à Madame Brunel. J'ai trouvé très intéressant la notion de qualification du référentiel produit. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Parce que c'est quand même une démarche au niveau local qui me semble assez compliquée à faire. Et juste en quelques mots, comment vous avez pu faire ça et dans quel délai? Alors, oui, quelques mots. Donc, en fait, on a contractualisé donc, avec un prestataire. Donc, déjà, dans quel délai ça nous a, comme on est soumis au Code des marchés publics, donc on a déjà obligé de prévoir une petite procédure hein, avec le cahier des charges à faire. Et donc, ce qui a été, pas le citer, hein, on travaille avec Exosmed et il a été décidé, donc notre base produit, notre catalogue, notre template remonte chez eux, c'est cette référentiel qui est qualifié, donc alors au départ,
toute la base de données a été qualifiée avec toutes les données que j'ai précisées tout à l'heure, pas que l'IUD, hein, parce que sinon on n'aurait pas beaucoup de données qui remonteraient. Et donc, ça se fait par des échanges de templates. Donc, au départ, toute la base de données, et ensuite, au fil de l'eau, en fonction de l'arrivée de nouveaux produits, 2 fois par mois en tout cas, et l'intégralité de la base 2 fois par an à nouveau. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question à peu près. Après, techniquement, je ne maîtrise pas suffisamment. Hein, c'est donc mes collègues qui s'occupent du catalogue. Voilà. On ne vous entend pas. Oui, Abir. Est-ce que vous utilisez aussi la CIO-DM? Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez aussi pour construire aussi votre base de données, votre référentiel produit ou pas? Non. D'accord, merci. Alors, comme vous pouvez le voir, l'enquête de satisfaction est maintenant accessible. Donc, je vous invite vraiment à y répondre et je vous remercie. Ça nous permettra sans doute d'adapter nos prochaines interventions puisqu'on va se dire que ce ne sera qu'un au revoir pour aujourd'hui et que ce sujet risque d'occuper un grand nombre de personnes encore pour un certain nombre de temps, avant qu'on soit vraiment dans une routine, je dirais, optimale. Donc, merci beaucoup de répondre à cette enquête.